Bien, bonsoir à tous, merci de me recevoir. Alors effectivement, je vais vous parler ce soir de la République, et plus précisément des relations qu'elle entretient avec la France. Le fait générateur de mon livre, c'est le discours du président Macron au lendemain lors de la cérémonie à la mémoire de Samuel Paty, quand il a dit que Samuel Paty avait pour mission de faire des républicains. Il n'a pas dit qu'il avait pour mission de faire des hommes ou des femmes, de faire des Français, mais des républicains. Donc ça m'a interpellé, d'autant plus que, et là je vais vous raconter une anecdote personnelle, le lendemain de la mort de Samuel Paty, je faisais visiter la crypte des martyrs de la Révolution française à Lyon, à un groupe de jeunes venus de Seine-Saint-Denis. Alors c'est dans le cadre d'une association qui a été montée par un de mes amis, Jean de Launois. Cette association s'appelle La France, quelle histoire, et elle se donne pour objectif de faire connaître et aimer la France à travers son patrimoine à des jeunes du 93. Donc c'est bien sûr sur la base du volontariat. Ça regroupe une cinquantaine de jeunes qui viennent avec leurs parents. Tous, sans exception, sont issus de l'immigration et de l'islam. Et néanmoins, ce sont des jeunes qui sont ouverts à connaître la France et à l'aimer. Donc, je suis un peu le correspondant lyonnais de cette association, et je leur ai fait visiter un certain nombre de choses sur Lyon et sur Vienne. Et notamment, alors, on a à Lyon, je ne sais pas si vous la connaissez, une crypte où sont exposés les restes, les ossements de 2000 personnes à peu près qui ont été massacrées pendant la terreur à coups de canon. Pour aller plus vite, on leur tirait dessus à coups de canon, on les enchaînait dans la plaine des Brotteaux et on chargeait les canons à mitraille et ils étaient déchiquetés et ensuite enterrés dans des fosses communes. Après la terreur, il y a eu un premier monument qui a été, c'était un cénotaphe, parce que les fosses communes n'avaient pas encore été ouvertes, qui a été élevé par les familles des victimes. Il a été détruit. Les familles des victimes se sont ensuite recotisées pour payer un autre monument, où là, cette fois-ci, on a enterré les restes, puisque les fosses avaient été ouvertes. Par un malheureux hasard, on va dire, le plan d'urbanisation du quartier des Brotteaux prévoyait que 2 rues devaient se couper à angle droit à la place du monument. Qu'à cela ne tienne, les familles en ont reconstruit un 3e, et qui est aujourd'hui celui que j'ai fait visiter. Il est réservé aux initiés, puisque personne à Lyon ne sait que ce truc-là existe. Dans un pays qui fait mémoire de tout, il n'y a pas un dépliant touristique qui en parle, il n'y a pas un panneau devant le monument, il n'y a pas une classe qui le visite, c'est le blackout complet. Et les familles ont été très choquées ce jour-là, encore une fois des familles de Maghrébins, ont été très choquées, d'une part de ce qui s'était passé, comment il y a eu des horreurs comme ça qui se sont produites pendant la Révolution, et très choqué également du fait qu'on n'en parle pas. Pourquoi ce silence sur les crimes qui se sont produits lors de l'instauration de la République? Donc j'ai dû gérer des petits mouvements d'humeur, de colère sur le thème « on nous ment » de la part de gens qui sont assoiffés d'aimer la France. Alors ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, mais finalement, on nous ment, pour reprendre une expression un peu galvaudée, mais c'est vrai que sur ces questions, et sur beaucoup d'autres, on nous raconte un petit peu n'importe quoi. Alors ce sera la première partie de mon topo, sur quoi est-ce qu'on nous ment, et quels sont les mensonges ou les omissions auxquels procède la République depuis les origines et jusqu'à maintenant. Ensuite, je me demanderai comment et par qui ces mensonges sont imposés aux Français. Dans une troisième partie, on verra d'où vient ce discours républicain.
Et enfin, dans une dernière partie, on se demandera quelles sont les conséquences pour la France et les Français de ces mensonges. Alors, quels sont ces mensonges? Et plutôt que des mensonges, je dirais que ce sont des dogmes. Des dogmes dans le sens où ce sont des affirmations qui sont non prouvées, parce que non prouvables, mais qui ne sont pas contestables, sous peine de mort sociale. Il y a un certain nombre de dogmes fondateurs de la République, et que je voudrais aborder avec vous. Premier dogme, la République est issue de la volonté du peuple. C'est un dogme, la République est issue de la volonté du peuple. Nous sommes tenus de le croire. Or, si l'on regarde l'histoire avec la plus grande objectivité, on s'aperçoit que la première fois que la République a été proclamée, c'est donc le 22 septembre 1792, à la suite d'un coup de force qui avait eu lieu le 10 août de la même année, la prise d'assaut des Tuileries par la population parisienne, aidée par des fédérés venus de Bretagne et de Marseille, pour monter vers le front. Et donc ils ont pris d'assaut le palais des Tuileries, siège du roi, de la famille royale, alors même que la première constitution votée en France en 1791 mettait en place un système de monarchie constitutionnelle. Donc on avait l'Assemblée constituante, la première Assemblée constituante, issue des États généraux, avait établi et voté un régime de monarchie constitutionnelle, et c'était le régime légal en France à ce moment-là. La prise d'assaut des Tuileries et la proclamation de la République relèvent donc d'un coup de force totalement illégal, et qui n'a pas été le fait de l'ensemble de la population, mais de la population parisienne, alors certes aidée par des Marseillais et des Bretons, mais un coup de force parisien. D'ailleurs, comme souvent dans notre histoire, les Parisiens ont tendance à se prendre pour l'avant-garde de la nation. Et donc c'est par la force que la République a été instaurée en 1792. Bon. La Deuxième République s'est aussi instaurée par la force, mais j'en viens à la Troisième, parce que ça me semble particulièrement intéressant. Le régime impérial donc de Napoléon III, certes, s'était instauré par un coup de force, lui aussi, mais enfin, n'oublions pas que Louis-Napoléon Bonaparte était un président de la République élu avec 75% des voix, qui donc, par un coup de force, a prolongé son pouvoir, et l'a assis sur des référendums, des plébiscites. Le 8 mai 1870, un plébiscite a plébiscité, c'est le cas de le dire, le régime de Napoléon III, avec 90% des Français qui ont voté en faveur de ce régime. Or, vous le savez, Napoléon III s'est trouvé prisonnier à Sedan, le 2 septembre 1870. Eh bien, le 4 septembre 1870, donc 2 jours après, un petit coup d'État parisien, républicain, a proclamé la Troisième République. Les Français avaient tellement envie de cette Troisième République que les premières élections qui ont eu lieu le 8 février 1870 ont envoyé 2/3 de députés royalistes à l'Assemblée nationale. Et on a eu effectivement, pendant les 7 premières années de la République, une République monarchiste qui préparait le retour du roi. Bon. Sauf que les monarchistes n'ont pas réussi à s'entendre sur le candidat, sur le prétendant, et finalement les républicains ont gagné d'une courte tête les élections législatives suivantes, et ils se sont dit, c'est maintenant ou jamais, il faut que nous enracinions la République. Alors, dire que la République est issue de la volonté du peuple, non. C'est un mensonge énorme. On nous explique ensuite que la République, deuxième dogme, c'est la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Eh bien là encore, je dirais, c'est une énormité, puisque dès les origines, la République a tout fait pour écarter le peuple. Je vais vous l'expliquer. Notons déjà que le mot « république » n'est pas un mot anodin, puisqu'il a été emprunté au vocabulaire du droit romain, et que Rome, la République romaine, ne se voulait absolument pas une démocratie. La République romaine se voulait une synthèse des 3 régimes imaginés par les Grecs, et notamment proposés par Aristote, une synthèse de la monarchie
de l'aristocratie et de la démocratie. Il y avait un peu de monarchie avec les consuls, un petit peu d'aristocratie avec le rôle éminent du Sénat, et un petit peu de démocratie avec le vote des comices, mais qui n'obéissait pas du tout à un système un homme, une voix, mais au contraire, les riches avaient voix prépondérante. Bon, donc le mot république, déjà, intrinsèquement, n'est pas synonyme de démocratie. Mais enfin, qu'en est-il chez nous ? Dès le début de la Révolution, le débat est arrivé sur la question de savoir s'il fallait un mandat direct ou, s'il fallait une démocratie directe ou un mandat représentatif. En d'autres termes, les élus sont-ils tenus d'appliquer les directives du peuple ou bien et des électeurs, ou bien au contraire ont-ils un chèque en blanc, reçoivent-ils un chèque en blanc, et une fois élus, font-ils ce qu'ils veulent sans avoir de compte à rendre, sauf à se faire battre aux élections suivantes. Eh bien, Sieyès, notamment, a farouchement défendu devant l'Assemblée constituante l'idée que le peuple n'est ni assez intelligent, ni assez éduqué moralement pour pouvoir prendre une part raisonnable aux décisions, et que donc il ne faut pas de démocratie directe. Non seulement la République ne prévoit pas ce système de démocratie directe, mais elle prévoit même de transformer le peuple. C'est-à-dire que le peuple n'étant ni assez intelligent, ni assez bon moralement pour s'exprimer de manière satisfaisante, il faut le transformer. Alors on a essayé d'abord, de 1792 à 1794, de le transformer par la terreur. Il s'agissait de le rendre vertueux. Robespierre disait « la vertu sans la terreur est impuissante », et le rôle de la République, eh bien, c'était d'imposer la vertu, quitte effectivement à faire tomber beaucoup de têtes. Et puis, de manière plus soft, on va dire, mais lorsque la République s'est réenracinée, s'est enracinée plus exactement à partir de 1877, eh bien, elle a voulu transformer le peuple par l'éducation. Parce que, ayant perdu magistralement les élections de 1870, elle en a conclu qu'il fallait transformer le peuple, qu'il fallait éduquer le peuple. Jean Massé a déclaré « il faudra 30 ans d'éducation pour enraciner la République ». Et donc, la République s'est donnée pour mission, par l'éducation, donc la prise en main de l'enseignement, de transformer la mentalité du peuple pour que enfin il vote comme il faut. On nous dit également, troisième dôme, que la République est une rupture totale avec l'ancien régime absolutiste, qui accessoirement était dirigé par l'Église. Alors ça aussi, c'est faux, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi en remontant un petit peu loin. Alors, si je regarde un petit peu l'histoire de la montée en puissance de l'État face à l'Église dans notre histoire nationale, elle se fait en plusieurs étapes, mais qui sont bien marquées. La première étape met en place ce qu'on appelle le gallicanisme. Alors, ça commence avec le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII, mais le point de départ du gallicanisme, c'est la pragmatique sanction de Bourges, en 1438, où, au sortir de la guerre de Cent Ans, le roi Charles VII pose en quelque sorte, un peu comme le fera Napoléon plus tard, les masses de granit qui vont permettre de reconstruire la France, et notamment la relation de l'État avec l'Église. Et la pragmatique sanction de Bourges, qui est un texte non négocié, une pragmatique sanction en droit romain, c'est un texte constitutionnel rédigé par le souverain, dit que l'Église de France, désormais, obéira certes au pape sur les aspects spirituels, mais obéira au roi sur tout ce qui est temporel, et c'est-à-dire notamment la nomination des évêques et des abbés. Mais ça peut aller très loin. Je vais donner un exemple qui s'est posé à l'époque de Louis XV sur la question des sacrements. Le gallicanisme veut que l'Église a le droit de dire ce qu'est un sacrement, mais que le roi a le droit de dire qui a le droit de le recevoir ou pas. Ça s'est posé sur la question de l'extrême-onction accordée aux jansénistes. Il revient à l'Église de dire ce qu'est l'extrême-onction. Il revient au contraire au roi de dire que les jansénistes n'ont pas droit à l'extrême-onction. Voilà. Donc ça peut aller très loin, le gallicanisme. Mais ça ne suffisait pas. Après le gallicanisme, on a proposé, on a mis en place un système qui va encore plus loin, qui est l'absolutisme. Alors,
Quelle est la différence entre le gallicanisme et l'absolutisme? Il faut bien comprendre ce qu'est la distinction, qui remonte à très loin, qui remonte au temps des Romains, entre le pouvoir, la potestas, ou l'imperium pour sa forme la plus élevée, et l'auctoritas, l'autorité. Pour bien gouverner, le dirigeant a besoin du pouvoir et de l'autorité. Et dans la tradition catholique, c'est l'Église qui confère l'autorité par l'intermédiaire du sacre. Eh bien, les rois de France, c'est pas eux qui en ont eu l'idée, c'est le roi Jacques II d'Angleterre au départ qui a eu cette idée, mais les rois de France l'ont reprise avec beaucoup de succès. L'absolutisme consiste à dire que le roi ne tient pas son autorité de l'Église, il la tient de Dieu lui-même. C'est qui lui permet, en cas de conflit avec la papauté, de ne pas pouvoir être remis en question, excommunié ou quoi que ce soit, puisqu'il tient son autorité de Dieu et qu'il a même une parcelle de divinité en lui. Donc à la limite, avec l'absolutisme, le roi n'a plus besoin de l'Église. Troisième étape, alors, on dit les Lumières. Les Lumières sont venues apporter de la raison face à l'obscurantisme de l'Église, oui. Les Lumières sont venues apporter la raison en Europe, et ça a permis la mise en place de ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Le despotisme éclairé, c'est quand le souverain, non seulement est un souverain absolu, mais il a le droit, un tel pouvoir de domination de l'Église, qu'il a le droit de la transformer, il a le droit de la rationaliser. Alors, l'idée a été il y a eu beaucoup de souverains qui sont considérés comme des despotes éclairés. Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, Joseph II d'Autriche. Mais en France, le programme du despotisme éclairé a été mis en place par Louis XVI au début de la Révolution, à la demande bien sûr de l'Assemblée constituante. Mais toutes les mesures révolutionnaires que sont l'interdiction des vœux monastiques, la confiscation des biens du clergé, la constitution civile du clergé, c'est-à-dire la fonctionnalisation du clergé, tout ça, ça relève effectivement du despotisme éclairé. Donc vous voyez que dans un cadre monarchique, on a une montée en puissance de l'État et du pouvoir de l'État face à l'Église qui va jusqu'à l'époque de monarchie constitutionnelle en France. Alors qu'est-ce que la République vient ajouter à tout ça? Eh bien, elle ne revient pas du tout sur cet absolutisme, mais au contraire, elle le prolonge. Alors, elle poursuit sur sa lancée la soumission de l'Église, et notamment avec le Concordat de 1801, qui va donc fonctionnariser l'Église, mais surtout, elle supprime tous les obstacles qui existaient auparavant à l'absolutisme. L'absolutisme, en fait, qu'est-ce qu'il a combattu? L'absolutisme a combattu les privilèges pour renforcer le pouvoir du roi. Les rois, Louis XIV a combattu la noblesse, Louis XIV a combattu les protestants, Louis XIV a voulu imposer son autorité à l'Église catholique, etc. Eh bien, le programme de la Révolution, en supprimant les privilèges de la noblesse, en supprimant les privilèges du clergé, etc., n'a fait que renforcer le pouvoir de l'État, et donc en a rajouté dans l'absolutisme. Et l'absolutisme va encore plus loin dans le sens où la République dépersonnalise, elle désincarne la fonction royale. Parce que finalement, ce qui avait énormément nui à l'État au XVIIIe siècle, c'est la personne des rois. C'est le caractère faible et débauché de Louis XV, notamment, qui a régné pendant 60 ans. Alors, avec la République, on a un État totalement désincarné. On a Marianne, on a une entité. La République est toujours pure, la République est toujours vierge, la République ne s'encadre dans rien ni dans personne. Et donc, la République, c'est un absolutisme absolu, mais qui ne peut jamais déroger, parce que, comme disait... je ne sais plus qui d'ailleurs, ils ont les mains propres parce qu'ils n'ont pas de mains. Voilà. Et bien la République, c'est un État absolutiste qui a toujours les mains propres parce qu'elle n'a pas de mains. J'étais un petit peu long, mais pour vous montrer que la République n'est pas en rupture vis-à-vis de l'absolutisme, mais au contraire, elle le prolonge. Enfin, on nous explique que la République est neutre religieusement, et là aussi, c'est une absurdité. Elle est en fait un christianisme qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Il faut déjà comprendre qu'un des grands inspirateurs de la Révolution française sur le plan religieux, et notamment un des grands inspirateurs de Robespierre, ça a été Rousseau. Or, Rousseau affirmait dans le Contrat social qu'il faut à la République
puisque Rousseau était républicain, ben, c'est normal, il était genevois, hein, donc il voyait une république à l'échelle d'une cité. Mais enfin, donc Robespierre et d'autres se sont inspirés de Rousseau. Rousseau dit qu'il faut à la République une religion civique, une religion publique, une religion obligatoire sous peine de mort. Mais que cette religion, à laquelle on est obligé d'adhérer, n'est pas la religion de la conscience personnelle. Ça, vous êtes libre dans votre fort intérieur d'adorer qui vous voulez, de croire ou de ne pas croire, mais vous devez officiellement, publiquement, montrer que vous adhérez à la religion publique, dont, nous dit Rousseau, la morale qu'il lui faut, c'est la morale de l'Évangile. Donc on a finalement une obligation politique, sous peine de mort, de faire allégeance à une morale évangélique qui est mise en œuvre par l'État. Mais donc du point de vue du fond, la République n'est pas neutre religieusement, parce qu'elle a pour mission la mise en œuvre de la morale évangélique. Et puis elle a, comme on le verra tout de suite, un comportement clérical que je développerai dans une partie suivante. Alors il y a quelques dogmes secondaires qu'on nous ressasse, mais qui sont moins essentiels, même si aujourd'hui ils jouent un certain rôle, comme par exemple l'immigration qui serait une chance pour la France, c'est absolument pas contestable, bon, etc., etc. Alors voyons maintenant dans une partie donc qui est une deuxième partie. La première est la plus longue, je vous rassure, les autres vont aller plus vite, mais elles sont tout aussi importantes. Ces mensonges, ces dogmes, comment et par qui sont-ils imposés au peuple? Eh bien, je crois qu'ils le sont par une caste de clercs, et je vais vous expliquer ce que j'entends par là, qui sont donc les agents d'un État tout-puissant et qui fonctionnent véritablement selon deux modes qui sont d'une part le cléricalisme et d'autre part l'inquisition. Alors quels sont ces acteurs que j'appelle des acteurs cléricaux? Eh bien, ce sont tout d'abord des enseignants. Alors, je vais distinguer un haut clergé d'un bas clergé. Alors, le premier haut clergé, c'est l'université. Ce sont les universitaires. Il faut savoir qu'on a une tradition française universitaire très forte, puisque l'université de Paris, créée en 1200, a été pendant 3 siècles la seule université qui était habilitée à délivrer des diplômes valables dans toute la chrétienté. Oxford délivrait des diplômes qui étaient valables en Angleterre, pareil pour Cambridge. Paris délivrait des diplômes valables pour toute la chrétienté. C'est pour ça que l'université de Paris avait, en Occident, un prestige inégalé. Et en 1231, le pape Grégoire IX lui a donné des privilèges, notamment le privilège de ne pouvoir être jugé par personne d'autre, ne pouvoir être jugé par personne, et notamment pas par les tribunaux royaux, ni par les tribunaux ecclésiastiques locaux. Un universitaire est quelqu'un qui n'a aucun compte à rendre à personne. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est de voir que la même année, en 1231, le même pape a instauré l'Inquisition et l'a confiée aux dominicains, les mêmes dominicains qui au même moment étaient en train de phagocyter l'université de Paris. Donc la même année, on a la mise en place d'un cléricalisme intellectuel doté de privilèges, personne ne peut les juger, mais eux ont le droit de pratiquer l'Inquisition et donc de juger comme hérétiques les pensées des autres. Voilà, donc on a un haut clergé encore aujourd'hui qui sont des gens qui pensent et qui produisent des concepts comme la théorie du genre, etc., qui produisent donc des dogmes qui sont diffusés par un bas clergé. Lequel bas clergé, c'est l'éducation nationale à laquelle j'ai appartenu pendant une dizaine d'années, ceux qui sont là pour formater les cerveaux des enfants avec les dogmes issus des réflexions des universitaires. Je note à propos de la théorie du genre, un de mes contacts sur Facebook, j'ai un réseau Facebook à très mauvais esprit, notait donc la demande d'un prof qui demandait des conseils pour organiser avec ses élèves de première un procès de l'homme blanc hétérosexuel. Voilà un travail d'éducation civique, je pense, le procès de l'homme blanc hétérosexuel. Est-ce que vous avez des éléments à me donner pour que je puisse... voilà. Deuxième bas clergé très efficace dans le matraquage et le formatage des cerveaux, la presse, bien sûr.
J'ai eu l'occasion de faire un cours de sociologie de l'action politique où j'avais donné comme cas pratique la question du mariage pour tous, et j'ai mis en évidence qu'au moment du vote de la loi du mariage pour tous en France, eh bien sur un an, à travers des campagnes de presse très, très puissantes, l'opinion a été retournée. C'est-à-dire qu'on est passé en gros de 60% de gens hostiles au mariage pour tous, 40% favorables, à la proportion inverse en un an, 40% de gens hostiles et 60% de gens favorables, le tout avec un matraquage forcené, alors avec des mises en scène d'agressions homophobes, etc., etc. Et on a fini par retourner les gens. Et puis, troisième type d'acteurs, donc les enseignants, université, éducation nationale, la presse, la justice, puisque donc les enseignants produisent des dogmes, la presse, etc., fait évoluer la société, fait évoluer le droit, prépare les cerveaux à l'évolution du droit, et puis derrière, il y a des juges qui sont là pour sanctionner les gens qui refusent de suivre les évolutions. Si je prends encore la question du mariage pour tous, ce qui était auparavant une évidence qu'un homme était fait pour se marier avec une femme, et réciproquement, aujourd'hui c'est un propos condamnable, pénalement condamnable. Donc effectivement, l'enseignement, la presse ont permis une transformation des esprits qui a permis, dont on a pris acte pour changer la législation, et maintenant les juges sont là pour appliquer la sanction des gens qui donc ont des idées, des propos, des comportements qui ne respectent pas les valeurs républicaines. Mais elles sortent d'où ces valeurs républicaines? Je crois avoir montré qu'elles sont issues d'une caste de clercs. Alors, donc, on peut, je pense, parler d'un véritable cléricalisme républicain, sachant que le clerc, étymologiquement, ça signifie le prêtre. Ça s'oppose donc au laïc. Le clerc, c'est le prêtre. Et effectivement, sous l'Ancien Régime, les intellectuels étaient presque tous, enfin en tout cas au Moyen-Âge, presque tous des prêtres ou des moines. Les premières écoles créées par Charlemagne étaient créées auprès des monastères et des cathédrales. Et pendant tout le Moyen-Âge, l'Église a eu le monopole de l'enseignement. Ensuite, s'est créé un enseignement supérieur avec les universités au début du XIIIe siècle, mais là aussi, les enseignants comme les élèves avaient tous le statut de clerc, ils étaient tonsurés, et on a vu effectivement tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas relever des tribunaux laïques. Donc le clerc étymologiquement c'est un prêtre, et c'est un prêtre qui fait des études. Mais il y a véritablement le prêtre, et c'est avec un glissement du clerc, du prêtre qui a fait ses études, vers le pouvoir politique, parce que très vite, comme il n'y avait personne d'autre pour faire ça, les souverains s'entourent de religieux qui les conseillent. Ça va du bon roi d'Agobert qui est entouré de Saint-Éloi, jusqu'à Mazarin, en passant par l'abbé Sugère, etc. Les conseillers des souverains pendant des siècles sont des clercs, ce sont des religieux. Et notez bien cette chose qui est très importante, c'est que si on prend les trois fonctions de la société indo-européenne, telles que par exemple Dumézil les a mis en évidence, Georges Dumézil, eh bien la première fonction, c'est la fonction du pouvoir et de la religion. La deuxième fonction, c'est la fonction militaire. La troisième fonction, c'est la fonction de production. Donc par essence, il y a un lien très fort entre le pouvoir et la religion. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot rex, ça veut dire prêtre. Voilà. Donc il est tout à fait normal que le clerc soit au service de l'État, puisque la fonction première de l'État, elle est avant tout religieuse. Voilà. Alors donc le clerc au départ c'est un prêtre ou c'est un moine, et puis alors lorsque la monarchie se structure, eh bien le roi s'entoure de clercs qui ne sont plus forcément des religieux, c'est ce qu'on appelle la noblesse de robe, les gens de robe, les robins, mais cette robe, eh bien, elle évoque complètement la soutane, qui est l'habit du prêtre ou la robe du moine. Donc les métiers de robe, c'est quoi? C'est avant tout des métiers juridiques, des juges, des avocats, ou ça peut être des universitaires. Tous ces métiers qui s'exercent ou s'exerçaient en robe ont à voir avec les clercs et donc avec le cléricalisme.
Et ce statut de clerc a toujours impliqué un magistère intellectuel et moral. Donc aujourd'hui, lorsque on est un journaliste, lorsqu'on est un universitaire, lorsqu'on est un juge, on se sent doté d'un magistère intellectuel et moral qui place au-dessus du commun des mortels, qu'on est là pour transformer, qu'on est là pour éduquer, qu'on est là pour élever intellectuellement et moralement. Notons, et on l'a pas assez noté, que la Révolution française n'a pas été, comme nous le raconte, une affaire de tiers-État. Elle a été une affaire de clercs. Qui sont les grands acteurs révolutionnaires qu'on connaît? Le premier qui a sorti ce texte, qu'est-ce que le tiers-État? Rien. Que veut-il devenir? Tout. Est-ce que c'est un membre du tiers-État? Non. C'est l'abbé Sieyès. Qui a proposé la confiscation des biens du clergé? C'est Talleyrand, évêque d'Autun. Qui est le massacreur de la terreur à Lyon, qui est responsable des massacres dont je parlais tout à l'heure? Fouché, qui était un oratorien. Sachant que le responsable, le correspondant de Robespierre à Lyon, avant que la ville ne se révolte, c'est un certain Chalier, qui est un ancien dominicain, etc., etc., etc. La Révolution a d'abord, très largement, été le fait de prêtres, qui pour beaucoup derrière ont défroqué, ou bien de gens qui se prenaient pour des prêtres. Condorcet a écrit de Robespierre n'est qu'un prêtre et ne sera jamais qu'un prêtre. Robespierre se prend pour un prêtre. Et si vous regardez la célèbre scène du serment du jeu de paume, est-ce que vous voyez un paysan dedans? Il y en a un. Le jour du serment du jeu de paume, il y avait un paysan. Tout le reste, c'était des avocats, des juges, des journalistes, des prêtres. Le serment du jeu de paume a été prononcé par des clercs. Alors certains appartenaient au clergé, d'autres au tiers-État, mais un tiers-État relevant des fonctions cléricales. Et puis, donc, ces clercs, anciens et nouveaux, fonctionnent selon le mode clérical, c'est-à-dire que d'abord, ils se placent, comme je le disais tout à l'heure, au-dessus des autres. Notez d'ailleurs cet aspect très intéressant du fonctionnement de ces clercs qui marchent par pétition. Je constatais récemment, par rapport à une recherche que je faisais, 400 philosophes signent une pétition en faveur des droits des animaux. Je pense personnellement que ces gens n'ont rien à fiche, ou la plupart d'entre eux n'ont rien à fiche du droit des animaux. Ce qui importe, c'est d'être sur la liste, donc de se positionner comme philosophe. Vous avez certainement dans la liste, sur les 400, il y a une dizaine de personnalités, certainement de la philosophie, des profs au Collège de France ou à la Sorbonne, et puis les autres, ça va être des profs de lycée, ça va être des doctorants, ça va être etc. Mais tous des gens qui, d'un seul mouvement corporatiste, à travers le phénomène de la pétition, veulent montrer qu'ils en sont. Et donc, ils appartiennent à un statut privilégié qui est au-dessus, encore une fois, magistère intellectuel et moral. Et puis, ce sont des gens qui fonctionnent selon deux registres, qui pour moi sont deux registres totalement issus de la religion catholique. Le mode du péché, c'est-à-dire que si on n'est pas de leur avis, si on ne respecte pas les valeurs républicaines, on est forcément quelqu'un qui a commis un délit de droit commun, et vous avez peut-être constaté que un des grands moyens d'éliminer quelqu'un politiquement, c'est de lui trouver une accusation en matière de délit de droit commun. Regardez aujourd'hui l'affaire Ciotti, on l'accuse d'avoir fraudé la sécurité sociale en plaçant sa mère je ne sais où. Et alors donc le péché, et puis pour l'intellectuel supposé d'extrême droite, l'hérésie. Quelqu'un comme Zemmour, par exemple, est quelqu'un qui est considéré comme un hérétique. Et face à un hérétique, on ne discute pas, puisque l'hérétique doit être brûlé. Donc le terme qui est effacé, aujourd'hui on ne dit pas brûlé, on dit effacé. Mais il y a véritablement, que ce soit dans la sur la thématique du péché ou sur celui de l'hérésie, on est vraiment dans notre République sur des modes de fonctionnement qui sont cléricaux. Alors, troisième partie, d'où vient ce discours républicain? Bien là encore, je pense qu'il provient d'un registre qui est lié à notre histoire catholique, et je mettrai plusieurs noms dessus. Le premier terme, c'est l'augustinisme politique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'augustinisme politique?
C'est une théorie alors le terme est récent, mais enfin il désigne une théorie ancienne, qui est que la mission essentielle de l'État chrétien est de travailler au salut de ses sujets. C'est sous l'autorité de l'Église de préparer, de faire en sorte que ces sujets soient dignes d'accéder au salut, et donc de leur faire la morale plutôt que de les gouverner. Et je crois aujourd'hui effectivement que la République baigne en plein augustinisme politique. L'Église traditionnellement a trois missions. La première mission, c'est gouverner. La deuxième mission, c'est enseigner. La troisième mission, c'est sanctifier. Bon, pendant des siècles, l'État s'est bagarré contre l'Église pour savoir qui avait le monopole du gouvernement. Et effectivement, l'État a aujourd'hui obtenu le monopole du gouvernement. Depuis la fin du XIXe siècle, il a arraché à l'Église l'enseignement. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour l'État, c'est la sanctification. Notre sanctification. Et j'y reviendrai. Et on baigne là dans l'augustinisme politique, qui est une déviance du christianisme. Deuxième fondement et deuxième déviance, ce qu'on appelle le pélagianisme. Alors le pélagianisme, c'est une théorie que, alors on en revient à saint Augustin, que saint Augustin avait combattu, qui disait que l'homme peut se sanctifier par lui-même. Nous avons tous la possibilité d'être des saints si nous l'avons décidé. Et donc, si je ne suis pas un saint, si je ne suis pas parfait, c'est parce que j'ai décidé de ne pas l'être. Et donc, je dois être puni. Alors d'abord, je dois être éduqué, rééduqué, et puis si je persiste dans le péché, je dois être puni. Ce à quoi saint Augustin répliquait par la théorie du péché originel, en disant l'homme n'est pas parfait, il est pécheur par nature, et seule la grâce divine lui permet d'être sauvé. Donc de toute façon, comme disait saint Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, donc je suis pécheur, seule la grâce divine peut m'empêcher de pécher, et seule la grâce divine, de toute façon, peut me donner le salut, quand bien même j'ai péché. Alors que Pélage dit, encore une fois, nous avons la possibilité, donc le devoir, d'être parfait, et je pense que la République est totalement issue du pélagianisme en luttant contre nos faiblesses morales sans aucune miséricorde. Il nous faut effectivement nous repentir, aimer l'étranger, pardonner à celui qui a brûlé notre voiture, etc., etc., etc. Pélagianisme. Troisième idée, j'en ai parlé tout à l'heure, troisième déviance du christianisme, le rousseauisme, qui veut effectivement faire une religion d'État, une religion publique, une religion obligatoire, s'inspirant de la morale évangélique, mais pas besoin d'église, pas besoin de Dieu. L'église, c'est l'État qui en prend la place pour une mise en œuvre de la morale évangélique. Et puis il y a une quatrième déviance que je voudrais évoquer, qui est le jansénisme, dont on ne mesure pas assez l'importance, notamment dans les causes de la Révolution française. Le jansénisme, qui est une conception moralisatrice du catholicisme, et qui est donc une des racines de la Révolution française de deux manières. D'abord parce que cette conception très puritaine du catholicisme a fait que les jansénistes ont condamné la monarchie en disant le roi est un être trop impur pour gouverner un État chrétien. Donc c'est surtout le comportement de Louis XV qui prêtait le flanc. Enfin voilà, donc les jansénistes ont développé avant la Révolution des sentiments républicains. Et puis les rois, notamment Louis XIV, mais ensuite Louis XV, ont tellement persécuté les jansénistes que ce qui était au départ une idéologie religieuse est devenu une idéologie politique. Et donc le jansénisme a très largement préparé la Révolution. Mais notons que donc le jansénisme étant une des sources de la Révolution, le jansénisme est un puritanisme. Et il y a quelque chose dans la République qui est puritain. La République, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais est un régime de peine à jouir. Des gens qui veulent nous retirer tous les plaisirs de la vie au nom d'une conception moralisante. Voilà, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de bien manger, on n'a pas le droit de rouler vite, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça. Comme disait Philippe Muret dans L'Empire du Bien, la seule question importante aujourd'hui est de savoir s'il est encore possible de ne pas tout interdire absolument.
On en est là dans notre régime républicain. Est-il encore possible de ne pas tout interdire absolument? Voilà, donc les 4 déviances du catholicisme qui me semblent fondatrices de la République. Je reviens un instant sur le projet religieux de la République. J'ai parlé tout à l'heure du rôle très important des clercs pendant la Révolution, mais la Révolution a eu une obsession religieuse. Elle a commencé par, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, la confiscation des biens du clergé, l'interdiction des vœux monastiques, la constitution civile du clergé, obligeant les prêtres à prêter serment de fidélité à la Constitution. Ensuite, elle a inventé une religion de substitution, la fête de l'être suprême, dont la fête a été placée le jour de la Pentecôte, etc., etc. D'ailleurs, à propos de Pentecôte, revoyez le tableau de David représentant le serment du jeu de paume, on dirait la scène de la Pentecôte. On voit une lumière qui illumine la salle, un grand vent qui la balaye, et ils sont tous pris d'extase. Voilà, il y a une obsession, il y a une imprégnation chrétienne, catholique de la Révolution française. Et on retrouve également ça sous la Troisième République, lorsque Ferdinand Buisson, enfin lorsque Jules Ferry met en place le ministère de l'Instruction publique, mais la cheville ouvrière de tout cela, c'est un certain Ferdinand Buisson, qui était un protestant franc-maçon, qui veut faire de l'école le temple d'une nouvelle religion, propageant le message évangélique sans Dieu et sans l'Église, en réalisant, je le cite, une transsubstantiation. Il s'agit d'opérer une transsubstantiation des esprits des jeunes, en les prenant dans leur diversité pour en faire des petits républicains. Voilà, donc il y a véritablement un projet religieux dans la République, elle ne s'en cache même pas. Et puis enfin, donc, si on regarde le projet de la République dans sa vision augustiniste, à quoi est-ce qu'on nous incite aujourd'hui? À accueillir l'étranger par millions, à partager nos biens, à ne pas juger les pécheurs. Qui sommes-nous pour juger 2 hommes ou 2 femmes qui veulent s'aimer, donc l'amour avant tout, lutter contre nos haines, contre nos phobies, nous repentir, etc. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences, et ce sera mon dernier chapitre, quelles sont les conséquences pour la France et les Français? Eh bien, je pense que les conséquences, et on les vit aujourd'hui, sont un grand mal-être, source de violence potentielle. Ce grand mal-être est d'abord issu d'une culpabilité permanente dans laquelle nous sommes enfermés. En effet, l'exigence d'amour, d'amour de l'autre, de l'amour du prochain, qui est celle de la République, alors, c'est celle évidemment du christianisme, mais le christianisme, nous dit que la perfection n'est pas possible et que nous ne pouvons aimer l'autre qu'avec l'aide de Dieu. Donc, je ne peux pas aimer mon prochain si Dieu ne me donne pas un coup de main. Et puis, il y a une miséricorde. On est pardonné de nos manques d'amour, parce que de toute façon, ils sont intrinsèques, ils sont liés au péché originel. Or, la République repousse toujours plus loin, et sans aucune miséricorde, cet objectif d'amour. La frontière de ce qui est... La ligne d'horizon de ce qui est demandé, nous est demandé en la matière, est sans cesse repoussée. Je ne sais plus, il disait, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné du tout. C'est un petit peu ça auquel nous incite la République aujourd'hui. Tant qu'on n'est pas réduit à vivre en string sur un tas de fumier, comme Job, on n'aura pas tout donné. Voilà. Alors aujourd'hui, on doit donner en plus à la planète, avec toutes les mesures qu'on voit, pour lesquelles il faut qu'on souffre pour sauver la planète, mais il faut aussi qu'on souffre pour l'humanité, voilà. Donc une exigence qui n'est jamais assouvie, et encore une fois, sans Dieu et sans miséricorde. Et je pense notamment à la question de la repentance, où on en est aujourd'hui astreint à demander pardon à la terre entière, alors pour l'avoir polluée, mais aussi pour l'avoir colonisée, pour l'avoir christianisée, etc. C'est un tonneau des Danaïdes, puisque de toute façon, nous estimons intrinsèquement avoir tout à nous faire pardonner, et en face de nous, nous avons affaire à des gens qui n'ont pas le pardon, alors, ni la demande de pardon, ni le pardon octroyé dans leur culture. Je pense à l'Algérie, par exemple,
On peut demander à l'Algérie pardon tant qu'on veut. De toute façon, pour les Algériens et plus profondément pour l'islam, nous sommes coupables. Donc l'Algérie ne nous pardonnera pas, on peut lui demander pardon de tout ce qu'on veut, on n'aura jamais fini de demander pardon et ils n'auront jamais fini de ne pas nous pardonner. Voilà, donc première conséquence, c'est que la République nous enferme dans une culpabilité permanente. Elle nous enferme également dans une justice à deux vitesses. Elle est toujours plus impitoyable pour ce que j'appellerais les Français de souche. Je disais tout à l'heure, cette phrase de Philippe Muret, la seule question est de savoir s'il est encore possible de ne pas tout interdire absolument. Alors, aujourd'hui, effectivement, tout propos, tout comportement est impitoyablement sanctionné. Amusez-vous, effectivement, à rouler à 55 à l'heure en ville et vous êtes flashé, mettez pas votre ceinture et tenez tel propos et vous êtes condamné pour islamophobie, pour homophobie, pour ci, pour ça. Bon, etc. On est aujourd'hui, tout est interdit. Et nos pensées et nos paroles sont étroitement surveillées. En revanche, laxisme total ou très grand de la justice pour ceux qui, par leur présence sur notre sol, sont supposés contribuer à notre sanctification. Je pense à tous ces clandestins qui arrivent, ou clandestins ou officiels. On parle de grands emplacements. Alors il ne s'agit pas de prétendre, bien sûr, que tous ces gens sont des délinquants, tant s'en faut. Mais enfin, il y a quand même, effectivement, je pense, d'évidence, peut-être que je prends les plus grands risques en le disant publiquement, un certain lien entre cette explosion migratoire et une certaine délinquance. Et bien celle-là, nous sommes supposés l'accepter. Elle est considérée avec une certaine bienveillance par la presse, par la justice, ou en tout cas une moindre sévérité par rapport à ce que nous pouvons faire nous. Et je pense que là aussi, on est dans quelque chose qui est profondément d'essence chrétienne, comme si dans notre expiation, dans notre devoir d'expiation collective, on devait porter une sorte de silice, quelque chose qui nous fasse souffrir, pour nous inciter à être encore plus parfaits et à être meilleurs moralement. Donc finalement, la République nous cantonne dans la souffrance, nous les Français, pour nous renforcer moralement, pour nous améliorer et préparer une sorte de salut, mais qui n'est plus un salut dans l'au-delà, parce qu'il n'y croit plus, une sorte de salut terrestre. Voilà, il faut qu'on soit effectivement... qu'on ait tout donné et qu'on ait demandé pardon de tout et que on se pardonne d'exister, et d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens décident de ne pas se reproduire, donc finalement, lorsque nous ne serons plus là, eh bien nous aurons rempli notre mission de tout donner. Un mot sur la question spécifique de l'islam, autour de laquelle semble tourner très souvent le débat républicain. Je pense, et là c'est celui qui a enseigné 10 ans en ZEP qui parle, il y a une incompréhension de la part des musulmans, à qui on vient expliquer que la République laïque est neutre religieusement. Alors vous avez compris que non, elle est totalement imprégnée, formatée, moulée par notre histoire chrétienne et plus particulièrement catholique. Et eux, ils ne s'y trompent pas, ils voient dans la République un avatar du christianisme. Et ils ont l'impression qu'on se paye leur tête et qu'on leur raconte n'importe quoi en prétendant que la République laïque est neutre religieusement. Donc je pense que pour apaiser le sentiment que les petits musulmans peuvent avoir qu'on se moque d'eux, il faudrait avoir l'honnêteté, l'intelligence, le courage de leur dire oui, effectivement, ici ça marche comme ça parce qu'on est un pays de culture et d'anthropologie chrétienne. Mais je crois également que l'islam a une grande utilité pour la République dans son combat contre l'Église catholique. Parce que vous l'avez compris, l'ennemi, l'adversaire, le concurrent de la République, elle n'en a qu'un, c'est l'Église catholique, qui pendant des siècles a été en rivalité avec l'État monarchique, sur la question du gouvernement, sur la question de l'enseignement et aujourd'hui sur la question de la sanctification. Donc l'ennemi, ça reste par réflexe l'Église catholique. Et l'islam a un grand intérêt, c'est que ça permet de noyer l'Église dans l'interreligieux. Là où auparavant on avait affaire à l'évêque, on a affaire maintenant à l'imam, le rabbin, le pasteur,
etc. Et alors, comme nos évêques sont des gens bien modestes, ils n'ont pas tendance à prendre la première place, donc ils se mettent au milieu, voilà, ils sont noyés dans la masse, et ça va très bien à la République, de pouvoir dire aux catholiques, écoutez, vous n'êtes plus la religion de la grande majorité des Français, comme l'avait dit Napoléon, vous êtes une religion parmi d'autres, et pas la plus dynamique, et peut-être demain pas la plus nombreuse. Ça va très bien à la République. Ça permet également d'englober le catholicisme dans la lutte contre le séparatisme. Alors évidemment, il y a le séparatisme islamique dont tout le monde parle, avec les risques d'école. Voilà, du coup, on dit ouais, mais les catholiques c'est pareil. Il y en a beaucoup qui mettent la loi de la République derrière leurs convictions religieuses. Regardez, il y en a qui sont contre le mariage homo, il y en a qui sont contre l'avortement, il y en a si. Donc ça, c'est du séparatisme. Hein. Donc on englobe tout ça dans le même bain que le séparatisme islamique, avec des comportements qui clairement placent certains en marge de la société. Et d'ailleurs très intéressant, je me souviens après je ne sais plus quel attentat islamiste, Madame Filippetti, qui à l'époque était ministre de la Culture, avait proclamé « il faut bouffer du curé ». Donc les islamistes radicaux vident des chargeurs au fond sauter des bombes, et le gouvernement en conclut qu'il faut bouffer des curés. Voilà, alors je vais donc conclure maintenant en proposant 3 axes de solutions pour essayer de... Donc, vous avez compris que je ne suis pas anti-républicain, je ne suis pas en train de vous faire un discours monarchiste, mais j'aimerais une république qui parle en vérité et qui fonctionne dans l'intérêt de la France, et non pas dans son propre intérêt et l'intérêt des clercs qui la dirigent. La première chose, c'est qu'il faudrait rendre la République plus démocratique en donnant la parole au peuple, et notamment, d'une part, en multipliant les référendums sur un certain nombre de sujets importants, et en les appliquant. On a tous les souvenirs du référendum sur le projet de constitution européenne, contre lequel les Français ont voté à 55%, et qui a néanmoins été mis en œuvre. Eh bien, quand par exemple 70% des Français disent « il y en a assez de l'immigration », eh bien, dans les sondages, et pas des sondages qui sont faits par Français de souche, mais qui sont faits par Le Monde, eh bien, il faut peut-être faire un référendum et derrière suivre la volonté des Français. Si 70% disent il y en a assez, il faudrait peut-être les écouter plutôt que de dire non, il faut changer leur mentalité, il faut les punir. L'autre jour, je voyais Cohn-Bendit, à qui un journaliste rappelait ce sondage, et Cohn-Bendit a dit c'est un fake. Oui, très bien, c'est un fake. Non, les sondages récurrents disent que les Français en peuvent plus de l'immigration. Il faudrait peut-être effectivement les écouter. Donc une république plus démocratique. Deuxièmement, une république plus authentiquement laïque. C'est pas tout de se proclamer laïque, mais il faudrait peut-être l'être en distinguant plus nettement l'action politique de la morale chrétienne. Le cardinal de Richelieu avait très bien résumé la chose dans son testament en disant que les modes d'action qui permettent à l'individu, à la personne, de faire son salut individuel sont suicidaires si on en fait une application politique. Comme il le dit, chacun de nous doit faire son salut, mais la mission de l'État n'est pas de faire le salut de ses sujets dans l'au-delà, c'est d'en assurer la sécurité ici et maintenant. Donc effectivement, je pense qu'il est important que l'État, plutôt que de disputer à l'Église la question de notre sanctification, devrait se recentrer sur ses missions régaliennes, que sont la défense des frontières, la défense de la sécurité intérieure, la justice, etc. Et puis, je pense également, puisqu'on est dans un État laïque, donc il n'y a pas de raison de continuer dans le cléricalisme, eh bien qu'il faudrait détruire ces bastions d'intellectuels à statut qui poursuivent, qui recherchent en fait la pérennité de leur statut de privilégié plutôt que l'intérêt de la nation. Les universitaires, encore une fois, sont des gens qui sont des intellectuels à statut, et qui peuvent derrière produire et dire ce qu'ils veulent en toute impunité. Les gens du CNRS, c'est la même chose. Les journalistes, voilà, c'est tous des gens qui brandissent les juges, les avocats, c'est tous des gens qui brandissent leur statut et qui disent finalement nous avons le monopole du discours, de la parole, des leçons de morale, et nous sommes intouchables. Et effectivement, moi je pense qu'il faut casser
ces bastions, hein, qui sont des reliquats du cléricalisme. Et puis je pense qu'il faut enfin rendre la République plus française, en mettant un terme notamment à cette culpabilisation permanente de la France, et en la donnant à aimer à ceux qui ne demandent peut-être qu'à l'aimer. J'en reviens à mon propos introductif. Ces jeunes venus du 93, qui ont un véritable souci d'aimer la France, et qui attendent qu'on la leur donne à aimer, et qui ont été très choqués, effectivement, qu'on leur cache un certain nombre de choses pour sauvegarder l'image d'un régime politique, qui après tout n'est qu'un régime politique, et qui n'est pas la France. Et je terminerai par cette supplication de la philosophe, pas de la ministre, de la philosophe Simone Veil, dans L'Enracinement, écrit en 1942, je crois, alors que la France était occupée, et quelques mois avant la mort de Simone Veil. Il faut donner à la jeunesse quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention.